Le jour de mon anniversaire, mon frère, Lucas, m'a envoyé un texto, ne nous attends pas. Tout le monde est à ma soirée de promotion à la place. 5 minutes plus tard, un message de mon père, au fait, j'ai fait passer la note du dîner de 4000 € sur ta carte. J'espère que ça ne te dérange pas, je me suis contentée de répondre, bien reçu. Ce soir-là, j'ai soufflé mes bougies seule dans un salon prévu pour 40 personnes. À 2h30 du matin, j'ai posté un lien dans la conversation de groupe familial avec une seule phrase, regardez ça avant le lever du soleil. Moi, Antoine, 35 ans, j'étais assis seul dans le salon privé que j'avais réservé 6 semaines à l'avance, fixant les 40 chaises vides disposées autour de tables que j'avais passé des heures à organiser. Le champagne que j'avais commandé tiédissait dans des seaux à glace dont le contenu avait depuis longtemps fondu pour atteindre la température ambiante. Les serveurs tournaient en rond près des portes de la cuisine, l'air embarrassé, ne sachant pas s'ils devaient commencer à débarrasser ou continuer à faire semblant que des invités pourraient encore arriver. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer toute la soirée, mais je l'avais ignoré pendant que je mettais tout en place. Je voulais être présent, accueillir tout le monde à leur arrivée, voir leur visage lorsqu'ils entreraient dans la pièce que j'avais décorée moi-même. 40 personnes, toute ma famille, mes amis les plus proches, des collègues devenus comme une famille au fil des ans. Je les avais invités il y a 2 mois et avais confirmé avec chacun d'eux une semaine auparavant. Chaque personne avait dit oui. À 19h47, 23 minutes après l'heure à laquelle la fête était censée commencer, j'ai finalement consulté mes messages. Le premier était celui de mon frère, ne nous attends pas. Tout le monde est à ma soirée de promotion à la place. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne prennent réellement sens. Tout le monde a sa soirée de promotion. 5 minutes plus tard, le message de mon père est arrivé, au fait, j'ai fait passer la note du dîner de 4000 € sur ta carte. J'espère que ça ne te dérange pas, je suis resté assis là, dans la lumière tamisée de la salle vide, entouré des ballons que j'avais moi-même gonflés ce matin-là, regardant le gâteau personnalisé sur lequel était écrit « Joyeux 35 ans, Antoine », dans une élégante calligraphie. Le directeur du restaurant est apparu à côté de moi, visiblement mal à l'aise, me demandant si je voulais annuler la commande ou si les gens étaient simplement en retard. Je lui ai dit que personne ne viendrait. Il a commencé à s'excuser, à proposer quelque chose, mais je l'ai interrompu. Je lui ai demandé de m'apporter une assiette de chaque plat que j'avais commandé au menu, une de chaque entrée, un plat principal, un dessert, et s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, de me laisser manger seul. J'ai tapé 2 réponses. À mon frère, bien reçu. À mon père, bien reçu. Puis je suis resté là et j'ai mangé seul dans un salon prévu pour 40 personnes, entouré de décorations que j'avais accrochées de mes propres mains, buvant un champagne dont la bouteille coûtait plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en course pour une semaine. Le gâteau trônait sur sa table, bougies éteintes, pendant que je dégustais méthodiquement des plats qui étaient censés nourrir des dizaines de personnes. Vers 22h, les messages ont commencé à affluer, des amis demandant où j'étais, des cousins disant qu'ils venaient d'entendre parler de ma fête et me demandant pourquoi je ne les avais pas invités. De ma mère, me demandant pourquoi je faisais tout un drame pour un simple malentendu d'agenda. Un malentendu d'agenda, comme si 40 personnes s'étaient accidentellement retrouvées à la mauvaise fête. J'ai commencé à reconstituer le puzzle à partir des messages. Mon frère avait été promu directeur commercial dans son entreprise 3 jours plus tôt. Apparemment, il avait décidé d'organiser un dîner de célébration ce soir, exactement à la même heure que ma fête d'anniversaire à laquelle il avait confirmé sa présence une semaine auparavant. Il en avait parlé à notre père, qu'il avait dit à notre mère, qu'il avait dit au reste de la famille. Ils avaient tous accepté d'aller à sa soirée à la place. Personne, pas une seule personne, n'avait pensé à me le dire. Personne n'avait appelé pour dire qu'il ne pouvait pas venir, pour s'excuser, pour me donner une chance de reprogrammer ou au moins d'annuler la réservation et d'économiser l'argent. Ils avaient simplement décidé collectivement que la promotion de mon frère était plus importante que mon anniversaire. Et mon père avait pris sur lui de s'assurer que je paie pour les apéritifs qu'ils avaient apparemment pris avant de partir pour l'événement de mon frère. J'ai demandé au directeur d'emballer toute la nourriture non touchée. Il m'a apporté ce qui semblait être 50 boîtes, de quoi me nourrir pendant des semaines. Le gâteau est allé dans la plus grande boîte, ses bougies toujours éteintes. À minuit,
Assis dans mon appartement parisien, entouré de boîtes de nourriture coûteuses et d'un gâteau d'anniversaire que je n'avais jamais pu couper, j'ai fait quelque chose que j'avais évité pendant des années. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller dans mes fichiers. Voyez-vous, je travaille dans l'expertise comptable judiciaire. Ma spécialité est de trouver des anomalies financières, de suivre des pistes d'argent, de déceler des fraudes. C'est mon métier, et je suis exceptionnellement bon à ça. Depuis 3 ans, je remarquais de petites choses dans les finances de ma famille qui ne collaient pas. Des petits commentaires de mon père sur des investissements. Des incohérences entre ce que mon frère prétendait gagner et ce qu'il semblait réellement dépenser. Des demandes étranges de ma mère concernant des documents fiscaux. Je n'avais jamais enquêté. La famille, c'est la famille. On n'enquête pas sur sa famille. Mais assis là, seul le jour de mon anniversaire, entouré de la preuve du peu d'importance que j'avais pour ces gens, j'ai décidé qu'il était peut-être temps de commencer. La première chose que j'ai trouvée était presque trop facile. Mon père gérait un fonds fiduciaire que mon grand-père avait créé avant sa mort. Un fonds destiné à être partagé équitablement entre tous les petits-enfants lorsque le plus jeune aurait 25 ans. Ma plus jeune cousine avait eu 25 ans il y a 8 mois. Le fonds aurait dû être distribué. Il ne l'avait pas été. J'ai creusé plus profondément. Le fonds valait environ 850 000 € au moment où il aurait dû être distribué. Divisé en 7. Cela aurait dû faire environ 121 000 € par petit enfant. Au lieu de cela, j'ai trouvé des registres de virements montrant que 400 000 € avaient été déplacés sur un compte au nom de mon frère il y a 6 mois. 180 000 € supplémentaires avaient été transférés sur un compte que mon père contrôlait. Les 270 000 € restants dormaient sur le compte fiduciaire d'origine, tandis que mon père continuait de dire à la famille qu'il y avait des complications avec la succession et que la distribution aurait lieu bientôt. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai fixé l'écran. Mon père avait volé ses propres petits-enfants. Mon frère avait pris de l'argent qui appartenait à ses cousins, à moi, à toute notre génération. Et il l'avait fait si nonchalamment, si facilement, ne s'attendant manifestement jamais à ce que quelqu'un y regarde de plus près. J'ai continué à creuser. La promotion de mon frère était réelle, mais le poste n'était pas tout à fait ce qu'il racontait. Il prétendait être maintenant directeur des opérations avec un salaire dépassant les 200 000 €. Le titre réel était directeur commercial régional avec un salaire de 110 000 €. Respectable, bien sûr, mais pas le bond de géant qu'il célébrait. L'appartement qu'il venait d'acheter, ce superbe appartement en dernier étage dont il se vantait et pour lequel mes parents avaient organisé une fête le mois dernier, avait été acheté avec un apport de 550 000 € en espèces sur un salaire de 110 000 €, avec encore des prêts étudiants sur son dossier. Le calcul ne tenait pas, sauf si l'on ajoutait les 400 000 € du fonds fiduciaire volé. Puis j'ai trouvé les cartes de crédit, 3 d'entre elles à mon nom que je n'avais pas ouvertes. Les demandes avaient été soumises il y a 2 ans en utilisant mes informations mais en indiquant l'adresse de mes parents. Quelqu'un avait intercepté les relevés. Les cartes étaient au maximum. Un total combiné de 80 000 € de dettes. Les dépenses étaient de toutes sortes, magasins de meubles, électronique, restaurants, une adhésion à un club de golf, un acompte pour un bateau. J'ai consulté mon statut à la Banque de France. J'étais fiché. J'avais des retards de paiement, des comptes au plafond, des avis de recouvrement, tout ça pour des cartes dont j'ignorais l'existence, pour des achats que je n'avais jamais faits. J'ai passé les 3 heures suivantes à examiner tout ce à quoi je pouvais accéder. Vers 3 heures du matin, j'avais une image complète. Mon père avait systématiquement volé la famille pendant des années, utilisant sa position de gestionnaire financier en qui tout le monde avait confiance. Mon frère avait été son complice et principal bénéficiaire. Entre le vol du fonds fiduciaire, la fraude à la carte de crédit, une série de prêts auprès de parents âgés qui n'avaient jamais été remboursés, et plusieurs montages d'investissement qui consistaient à prendre de l'argent aux membres de la famille et à simplement l'empocher, j'ai estimé qu'ils avaient volé près de 1,2 million d'euros au cours des 4 dernières années. Et je pouvais tout prouver. Documents, virements, emails que j'avais récupérés d'un vieil ordinateur familial que j'avais aidé mon père à installer des années auparavant et auquel j'avais toujours un accès à distance. À 2h30 du matin, j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai tout compilé dans un seul document complet et détaillé.
Registre de transactions, email, rapport de crédit, signature falsifiée, tout. Je l'ai rendu clair, simple, impossible à mal interpréter. J'ai inclus une chronologie, des montants, des numéros de compte. J'ai surligné chaque vol, chaque fraude, chaque mensonge en gras et en rouge. Deuxièmement, je l'ai mis en ligne sur un site de partage de fichiers avec un simple lien généré automatiquement. Troisièmement, j'ai ouvert la conversation de groupe familial. Les 40 personnes qui étaient allées à la fête de mon frère au lieu de venir pour moi. Et j'ai posté le lien avec une seule ligne, regardez ça avant le lever du soleil. Puis je suis allée me coucher. Je me suis réveillée à 9h avec 247 appels manqués et plus de 400 messages. La conversation de groupe familial avait explosé. Je l'ai parcouru en buvant mon café, mangeant les restes de mon gâteau d'anniversaire pour le petit déjeuner. Mes cousins avaient ouvert le document en premier. Ils avaient commencé à poser des questions. À 4h du matin, ma tante avait appelé mon père pour lui demander des comptes. À 5h, toute la famille était réveillée et sur le chat, et mon père tentait de prétendre que les documents étaient des faux, que j'avais tout fabriqué par dépit. Mon oncle, qui travaille dans la banque, avait vérifié ses propres relevés. Il a confirmé que chaque transaction que j'avais listée impliquant ses comptes était exacte. Mon autre tante avait vérifié les dossiers de succession de sa mère et confirmé que l'héritage perdu que j'avais mentionné n'avait en effet jamais été distribué correctement. À 6h, mon frère était dans la conversation, furieux, menaçant de me poursuivre en justice pour diffamation. J'ai fait une capture d'écran de sa menace et l'ai envoyée au groupe avec une réponse simple, on ne peut pas diffamer quelqu'un avec la vérité. Au fait, tu as mal orthographié diffamation. À 7h, 3 de mes cousins avaient contacté des avocats. Ma mère m'appelait toutes les 30 secondes, laissant des messages vocaux qui alternaient entre me supplier d'arrêter de déchirer la famille et hurler que j'étais un ingrat après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. À 8h, ma plus jeune cousine, celle dont le 25e anniversaire avait déclenché la distribution du fonds qui n'a jamais eu lieu, avait porté plainte pour escroquerie. J'ai tout ignoré, je me suis préparé un vrai petit déjeuner avec les restes de nourriture, et j'ai enfin ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Les retombées ont été immédiates et spectaculaires. Mon père a tenté de prétendre qu'il avait prévu de distribuer l'argent du fonds bientôt et qu'il ne l'avait emprunté que temporairement pour des urgences familiales. J'ai posté les reçus de l'achat de l'appartement de mon frère dans la conversation. Il a cessé de tenter de s'expliquer après ça. Mon frère a essayé de rallier des soutiens, affirmant que j'étais jaloux de son succès et que j'avais toujours été aigri par ses réussites. L'un de mes cousins a répondu avec un simple calcul de la somme d'argent qu'il avait volée à chacun de nous par jour au cours des 6 derniers mois. Le chat est devenu silencieux après ça. Ma mère a essayé une approche différente, appelant mes amis, mes collègues, tous ceux auxquels elle pouvait penser, essayant de les convaincre que j'avais eu une sorte de dépression nerveuse. Un de mes amis, qui est avocat, m'a appelé pour me demander si j'avais besoin d'être représenté. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était réellement passé, il a offert ses services pro bono à tout membre de la famille qui voudrait engager une action en justice. Le directeur du restaurant m'a appelé vers midi. Apparemment, mon père avait appelé pour contester la note de 4 000 €, affirmant qu'elle était frauduleuse. J'ai calmement expliqué la situation, lui ai transféré le texto où mon père admettait l'avoir mis les frais sur ma carte, et lui ai demandé s'il serait prêt à fournir une déclaration si nécessaire. Il a dit « absolument ». Au bout de 3 jours, la famille s'était complètement fracturée. La moitié exigeait que mon père et mon frère fassent face à des conséquences légales. L'autre moitié essayait de jouer les pacificateurs, insistant sur le fait que nous devrions gérer cela en famille et ne pas impliquer les autorités. Je suis restée complètement en dehors de ça, les laissant se disputer entre eux. Ma cousine a créé une autre conversation de groupe, sans mes parents ni mon frère. Ils m'ont demandé de la rejoindre. Je l'ai fait. Le premier message que j'ai vu venait de ma cousine, me remerciant d'avoir enfin révélé ce qu'elle soupçonnait depuis des années mais n'avait jamais pu prouver. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul à avoir remarqué que les choses ne collaient pas. D'autres s'étaient interrogés sur les retards du fonds fiduciaire, les incohérences dans divers arrangements financiers familiaux, la façon dont mon père semblait toujours avoir des explications qui sonnaient bien mais n'avaient pas tout à fait de sens.
Mais il était le patriarche, celui à qui tout le monde faisait confiance pour les questions d'argent. Personne n'avait voulu l'accuser sans preuve. Maintenant, ils avaient des preuves, des montagnes de preuves. La fraude à la carte de crédit à elle seule suffisait pour des poursuites pénales. Le vol de mon père sur le fonds fiduciaire était un crime. Les faux documents de près de ma grand-mère avant sa mort ouvraient une toute autre boîte de Pandore. La participation consciente de mon frère en tant que bénéficiaire des fonds volés le rendait complice. J'ai déposé ma propre plainte concernant les cartes de crédit. Puis j'ai contacté un avocat pour usurpation d'identité et fraude. Ensuite, j'ai entamé le processus pour geler mon crédit et contester chaque débit frauduleux. L'avocat de mes parents m'a appelé le 5e jour. Il a commencé avec des absurdités sur la loyauté familiale et m'a demandé ce qu'il faudrait pour que je laisse tomber l'affaire. Je lui ai dit que ce n'était pas moi qui faisais quoi que ce soit. J'avais simplement fourni des informations et d'autres personnes choisissaient d'agir en conséquence. S'il voulait négocier avec quelqu'un, il devrait essayer les 3 cousins qui avaient engagé des avocats ou le bureau du procureur qui, apparemment, examinait maintenant le dossier. Il a balbutié quelque chose sur le fait que je détruisais ma famille pour une fête d'anniversaire. Je l'ai corrigé. Je tenais des gens responsables de fraude, de vol et d'usurpation d'identité. La fête d'anniversaire avait simplement été le déclic qui m'a poussé à regarder enfin ce que j'évitais depuis des années. Puis j'ai raccroché. Le gâteau d'anniversaire m'a duré 5 jours. J'en ai mangé une part chaque soir, assis dans mon appartement, regardant la conversation familiale sombrer davantage dans le chaos. Le 6e jour, j'ai posté un dernier message dans le groupe. Pour ceux qui se posent la question, je vais bien. Merci de demander. Et oui, je suis disponible pour les dîners de fête et les événements familiaux habituels, les vrais, ceux où les gens se présentent réellement les uns pour les autres. On se verra peut-être à Noël. Puis j'ai mis la conversation en sourdine et j'ai repris le cours de ma vie. L'appartement de mon frère a été mis en vente en moins de 2 semaines. Il s'avère que lorsque les banques découvrent que votre apport provient de fonds volés, elles ont un avis sur la question. Mon père a engagé un avocat pénaliste. Ma mère a emménagé chez sa sœur, affirmant qu'elle ne supportait plus de regarder mon père. On ne savait pas très bien si elle était réellement contrariée par le vol ou simplement par le fait de s'être fait prendre. 3 mois plus tard, j'ai reçu un chèque de 127 843,17 €. Ma part du fonds fiduciaire, enfin distribuée correctement avec les intérêts. Il est arrivé sans mots, sans excuses, juste une lettre type de l'avocat de la succession gérant la distribution sous supervision judiciaire. Je l'ai déposé, l'ai ajouté à mon épargne, et je me suis offert un dîner d'anniversaire, un vrai cette fois, dans un bon restaurant avec des amis qui, eux, étaient vraiment là. Nous avons ri de l'absurdité de tout cela, et quelqu'un a plaisanté en disant que j'avais organisé la fête la plus chère de l'histoire à laquelle personne n'était venu. Le gâteau de ce dîner venait du supermarché, simple, rien d'extraordinaire. Mais quand j'ai soufflé les bougies, entouré de gens qui avaient choisi d'être là, c'était bien meilleur que tout ce que cette pièce vide pleine de ballons aurait pu offrir. Mon père a finalement plaidé coupable à des accusations réduites et a obtenu un sursis avec mise à l'épreuve et obligation de dédommagement. Mon frère a remboursé sa part de l'argent volé dans un accord pour éviter des poursuites pénales, ce qui l'a obligé à liquider la plupart de ses biens. La dette de carte de crédit à mon nom a été effacée, ma situation financière assainie. La famille ne s'est jamais vraiment remise. Nous sommes polis lors des événements, cordiaux dans les réunions de groupe, mais la confiance a disparu. Trop de choses ont été révélées, trop de mensonges exposés. Certaines relations sont brisées au-delà de toute réparation. Mais assis ici maintenant, près d'1 an plus tard, je ne regrette rien. Cette nuit-là, dans ce salon de restaurant vide, m'a appris quelque chose d'important. Être seul n'est pas la même chose que d'être abandonné. Et parfois, la pire chose que quelqu'un puisse faire est de vous montrer exactement le peu d'importance que vous avez pour lui. Parce qu'une fois que vous le voyez clairement, vous pouvez enfin décider quoi faire à ce sujet. Je n'ai pas déchiré ma famille à cause d'une fête d'anniversaire manquée. Ils se sont déchirés eux-mêmes à travers des années de mensonges, de vols et de cruauté ordinaire. Je n'ai fait qu'allumer la lumière pour que tout le monde puisse voir ce qui se cachait dans l'ombre depuis tout ce temps. Et honnêtement, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais me faire. La vérité,
et la liberté qui l'accompagne.